Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Enfin, une embellie sur le plan macroéconomique. C'est en tout cas le message que veut faire passer Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, était auditionné hier après-midi par les sénateurs de la Commission des affaires sociales avec un mot à la bouche, réduction. En effet, le déficit du régime général de la sécurité sociale s'établit à 9,7 milliards d'euros pour l'année 2014. C'est 2 milliards de mieux que les prévisions et c'est la première fois depuis 2008 que ce chiffre passe sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros. Alors Christian Eckert a raison de ne pas bouder son plaisir, mais attention, derrière les annonces, derrière les éléments de langage, il faut voir que ce chiffre de 9,7 milliards d'euros, c'est le déficit uniquement pour l'année 2014. C'est un flux qui vient alimenter le trou béant de la sécurité sociale, la dette sociale qui, elle, se chiffre en centaines de milliards d'euros. Attention donc à ce qui se cache derrière les annonces. On découvre tout de suite cette audition. Chers collègues, merci de votre présence, bien sûr, pour écouter et auditionner M. Christian Eckert, qui est secrétaire d'État chargé du budget auprès du ministre des Finances et des Comptes publics, qui a bien voulu répondre à notre invitation, mais d'ailleurs c'est ce que vous aviez aussi suggéré. D'ailleurs, je pense que c'est une rencontre qui est souhaitée. Lors de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale, notre président, qui s'excuse et qui est retenu, comme vous l'imaginez, dans son département et pour les raisons que vous savez, avait indiqué à Madame la ministre des Affaires sociales qu'il souhaitait qu'un suivi plus régulier de l'exécution de ces textes soit assuré par notre commission. Donc, comme vous le savez, il n'existe pas de loi de règlement de finances pour les finances sociales, ou plus exactement la première partie de la loi de financement porte sur le dernier exercice clos sans faire l'objet d'un texte autonome. Si vous avez présenté, Monsieur le Ministre, les résultats de l'exercice 2014 pour le budget de l'État devant nos collègues de la Commission des finances le 28 janvier dernier, il faut près d'un semestre pour collecter les résultats des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Ils ne sont pas donc de fait pleinement disponibles et donc lors de la commission des comptes de la sécurité sociale, ils ne seront disponibles plus exactement, lors de la commission des comptes de sécurité sociale de juin. Dans cette longue séquence, cependant, les différentes branches du régime général clôturent leurs comptes à la mi-mars avec des résultats qui donnent très largement le ton de l'exécution de la loi de financement. À cet égard, je dois dire que les résultats publiés la semaine dernière nous ont surpris. La loi de financement pour 2014 est l'une des rares dans l'histoire des lois de financement à avoir fait l'objet d'une rectification à mi-année. Et cette rectification nous avait plutôt préparé à une stagnation des déficits due à un niveau de recettes insuffisant sous l'effet d'une conjoncture dégradée. Alors même que ni le niveau de croissance, qui est de 0,4 contre 1% en prévision, ni celui de l'inflation, qui est nul, contre 1,2% en prévision, ni celui de la masse salariale du secteur privé, qui est de 1,2% contre 2,2% en prévision, je pense que vous confirmerez ces chiffres, ne sont conformes aux attentes. Les recettes, semble-t-il, progressent et sont supérieures de plus d'1 milliard d'euros aux prévisions. C'est ce que vous avez effectivement annoncé. Du côté des dépenses, la loi de financement rectificative avait procédé à un rebasage important de l'ONDAM avant que les inquiétudes ne se fassent jour sur les dépenses d'indemnités journalières et de médicaments en ville. Là encore, les annonces de la semaine dernière relèvent d'1 milliard d'euros de moindres dépenses. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, votre audition, vous comprendrez, est particulièrement bienvenue pour analyser toutes ces données. Et je vous donne bien sûr bien volontiers la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Mesdames, Messieurs les rapporteurs et les commissaires. Je sais que cette période est un peu particulière. Et en tout cas, je vais m'efforcer de d'abord présenter, non pas les comptes définitifs, je vais y revenir, mais des prévisions très fines, je crois que nous sommes en mesure de communiquer aujourd'hui. Et bien sûr, je m'efforcerai de répondre à vos questions, étant bien entendu que sur les lois de financement de la sécurité sociale, vous savez que c'est souvent une partie qui se joue un peu à deux,
entre le secrétaire d'État au budget chargé des comptes publics et la ministre des Affaires sociales, puisqu'il y a des parties qui concernent plus spécifiquement, bien sûr, ses compétences au sens propre du terme. Le 17 mars dernier, nous avons rendu publics les chiffres des comptes définitifs du régime général de sécurité sociale et du FSV qui ont été clos le même jour par les organismes, même s'ils n'ont pas encore été certifiés par la Cour des comptes. Je précise à titre liminaire qu'il ne s'agit là que des comptes du régime général et que nous ne disposons pas encore à cette date des résultats de l'ensemble des régimes de base de la sécurité sociale, dont le solde sera toutefois très proche de celui du régime général. C'est souvent et toujours, j'allais dire, comme ça. De même, nous ne disposons pas encore du résultat définitif de l'ONDAM 2014, même si le résultat des dépenses de la branche maladie du régime général et des branches intégrées nous permet déjà de savoir qu'il sera respecté, ce qui est un résultat très important. Par ailleurs, et toujours à titre liminaire, je rappelle que les comptes ont été arrêtés voici quelques jours seulement et que nous n'avons évidemment pas encore pu procéder à une analyse complète de toutes les raisons qui expliquent le résultat financier, même si nous en avons bien sûr un certain nombre. Ce sera l'objet, comme chaque année, des travaux de la Commission des comptes de la Sécurité sociale de juin, à laquelle d'ailleurs plusieurs d'entre vous participaient régulièrement. Ces préalables étant posés, je voudrais développer 3 idées principalement concernant les comptes de 2014. Tout d'abord, le déficit continue à se réduire, et ceci dans une ampleur plus importante que prévu, vous l'avez évoqué, j'y reviendrai. Deuxième idée, c'est que cela s'explique pour partie par une excellente maîtrise des dépenses de l'ensemble des branches grâce aux efforts réalisés sur le système de protection sociale, et ceci sans remettre en cause le financement de nos priorités. Et troisième et dernier point, c'est que ce bon résultat s'explique, vous l'avez aussi évoqué, par des recettes qui se sont finalement bien tenues, malgré la croissance plus faible que le niveau anticipé au départ, ce qui prouve la prudence que le gouvernement a eue dans ses prévisions financières. Sur le premier point, je reviens sur le résultat, bon résultat de l'année 2014, avec un déficit qui a continué à se réduire par rapport à 2013. La loi de financement pour 2015, adoptée en décembre dernier, prévoyait pour 2014 un déficit de 11,7 milliards d'euros pour le régime général et de 15,4 milliards d'euros en incluant le FSV, c'est-à-dire le même niveau que celui constaté en 2013. Or, le déficit du régime général sera finalement de moins de 10 milliards d'euros, 9,7 milliards exactement, ce qui ramène le déficit de l'ensemble, avec le FSV, à 13,2 milliards d'euros, c'est-à-dire 2,2 milliards d'euros de moins que l'année précédente et 2,2 milliards d'euros de mieux que la prévision. Ce résultat est le meilleur résultat atteint depuis 2008, c'est-à-dire avant le début de la crise économique. En 2010, leur déficit du régime général et du FSV était de plus de 27 milliards d'euros. En 4 ans, il a donc été divisé par 2, et même un peu plus. 21 milliards en 2011, 17,5 milliards en 2012, 15,4 milliards en 2013 et donc 13,2 milliards en 2014. Il me semble important de rappeler ces chiffres puisque l'opinion, souvent, a le sentiment que les efforts consentis par les uns et par les autres sont vains. En 4 ans, nous avons divisé par 2, je dis nous, collectivement, nous avons divisé par 2 le régime, les déficits, du régime général et du FSV. Je souligne que l'on retrouve de manière identique le même effet sur l'État et la sécurité sociale, puisque le déficit de l'État s'est lui aussi établi pour 2014 à un niveau inférieur que prévu, nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres débats, c'est-à-dire à 85,6 milliards d'euros, c'est-à-dire en baisse de 3,4 milliards d'euros par rapport à la loi de finances rectificative, ce qui est important. Pour ces raisons,
nous avons d'ores et déjà annoncé que la prévision de déficit public pour l'année 2014, je vous rappelle que cette prévision était de 4,4%, sera inférieure à ces 4,4%. Il sera annoncé par l'INSEE, dont vous connaissez la nécessité d'indépendance. Donc, je n'ai pas d'informations plus précises à vous donner aujourd'hui, mais vous aurez jeudi matin l'ensemble des déficits, État, ASSO, administration locale, et il y a tout lieu de penser, j'ai parlé de l'État, nous parlons aujourd'hui des régimes sociaux, qu'il sera inférieur aux 4,4% que nous avions annoncé. La Commission, ça ne vous a pas échappé, la Commission nous comptabilise à titre prévisionnel les déficits d'ores et déjà de 4,3%. Nous verrons jeudi quel sera le déficit d'ensemble. Ce résultat sur l'année 2014 est d'autant plus intéressant qu'il il se compare aux prévisions initiales qui étaient fondées, vous l'avez dit également, monsieur, je ne sais pas si je veux dire monsieur le Président, monsieur le rapporteur général, aujourd'hui vous avez les deux fonctions. Je rappelle que, vous l'avez dit, la loi était fondée à l'époque sur une prévision de croissance économique de 0,9% et une progression significative de la masse salariale qui était à l'époque de 2,2%. Et donc la prévision initiale déficit était de 13 milliards d'euros, dont 9,6 pour le régime général, soit presque exactement à 100 millions près le même niveau que celui auquel nous avons abouti, dans des conditions économiques qui ont pourtant été beaucoup plus défavorables que les prévisions. Ces éléments sont une nouvelle preuve que depuis 2012, nous obtenons des résultats en matière budgétaire, quelle que soit la conjoncture. Ceci nous encourage à poursuivre l'assainissement de nos finances publiques, en particulier de nos finances sociales, dont ce gouvernement a la charge d'apurer les déficits accumulés. Cette volonté d'apurement est traduite par le bilan de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, que vous connaissez bien, qui a remboursé au cours de l'année 2014 12,7 milliards d'euros de dettes, soit un montant quasiment équivalent à celui du déficit du régime général. En 2014, la preuve a donc été faite que le gouvernement avait non seulement la volonté, mais aussi qu'il avait mis en place les moyens nécessaires, certains en doutaient, pour poursuivre le redressement des comptes, et ceci malgré la conjoncture. Sur le deuxième point, et je souhaite y revenir plus en détail, c'est par l'ampleur de l'effort de maîtrise des dépenses que ces résultats ont été obtenus. Dans le détail, chacune des branches présente une amélioration par rapport à 2013. Il s'agit tout d'abord d'une amélioration du déficit de la branche d'assurance maladie qui se réduit de 300 millions d'euros. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, qui concentre l'essentiel des dépenses de cette branche, a été respecté, et ceci pour la 5e année consécutive. Selon des données, je l'ai dit, qui ne sont pas encore complètement définitives, il s'établirait à 178 milliards d'euros pour 2014, c'est-à-dire 300 millions de moins que prévu en PLFSS, et ce, alors même que nous avons choisi l'été dernier dans la loi de financement rectificative de durcir l'objectif de 800 millions d'euros. L'objectif pour 2015 a été fixé à partir de ce montant rectifié, ce qui a contribué à diminuer durablement les dépenses d'assurance maladie. Les économies réalisées en 2014 pour ralentir les dépenses et respecter l'objectif ont donc représenté près de 2,4 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent les 800 millions d'euros déjà évoqués. Ces efforts reposent principalement sur des économies sur le prix des médicaments, sur les achats des hôpitaux, sur un plus grand recours au générique et sur une plus grande efficience des prises en charge à l'hôpital et en ville. Je cite le développement de la chirurgie ambulatoire, l'utilisation de référentiels pour la durée des assurances maladie, par exemple. Ce sont des efforts de productivité et d'efficience sans dégradation de la qualité du système de soins qui ont été entrepris. Je profite d'ailleurs de cette intervention pour rappeler, comme Marisol Touraine l'a fait avant moi,
que les dépenses de santé ne diminuent pas en valeur, mais que leur progression est maîtrisée et limitée à 2,1% en 2015. En outre, les mesures d'économie prévues sur 2015-2017 n'impliquent pas, comme il a été parfois dit, de suppression de postes à l'hôpital, mais une meilleure organisation et une plus grande efficience des établissements de santé. D'ailleurs, je rappelle que pour 2015, le secteur hospitalier bénéficiera de près de 1,5 milliard d'euros de crédits supplémentaires. En outre, comme le gouvernement s'était engagé, cette maîtrise des dépenses d'assurance maladie ne repose sur aucun déremboursement ou transfert de financement vers les assurés, sous forme par exemple de hausse de franchise, ce que d'autres ont parfois utilisé. S'agissant de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, AT-MP, l'excédent déjà constaté les 2 années précédentes augmente fortement. Il s'établit à 600 millions d'euros, ce qui permet de réduire la dette accumulée par la branche, dont l'équilibre financier dépend exclusivement des cotisations des employeurs, vous le savez. Le déficit de la branche famille se réduit lui aussi par l'effet des mesures qui ont été prises en 2013 afin de limiter la progression des dépenses. Pour autant, le gouvernement a assuré le financement des mesures prévues dans le plan pauvreté, soit plus de 100 millions d'euros en faveur des familles les plus modestes, avec, par exemple, la majoration du complément familial pour les familles en deçà du seuil de pauvreté, ou encore la majoration de l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales. Enfin, le déficit de la branche vieillesse se réduit fortement par l'effet des mesures de la loi de janvier 2014 et revient à un niveau proche de l'équilibre, puisqu'il s'agit du déficit le plus faible des 10 dernières années. Là aussi, même si des mesures d'économie ont été prises, notamment le décalage des dates de revalorisation qui ont permis de réduire ce déficit, des mesures de justice et d'équité ont marqué l'année 2014. J'en rappelle quelques exemples. La revalorisation exceptionnelle des retraites agricoles de faible montant, l'abaissement des seuils pour valider un trimestre de retraite pour les travailleurs précaires, comme les emplois à temps partiel ou occasionnel, ou encore la prise en compte de tous les trimestres de congé maternité des femmes pour la retraite. Le minimum vieillesse, enfin, a été porté à 800 euros. Troisième et dernier point, les résultats dans le domaine des recettes de la sécurité sociale montrent globalement la prudence, je l'ai déjà dit, des hypothèses retenues par le gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement a constaté au milieu de l'année 2014 une dégradation de la situation macroéconomique caractérisée notamment par une inflation très basse. En conséquence, nous avions décidé, et vous nous avez suivis, de réviser les prévisions de recettes dès le dépôt du projet de loi de finances pour 2015. Ces prévisions ont été à nouveau ajustées à la marge par la loi de finances rectificative de fin d'année. Globalement, la progression des revenus d'activité a été légèrement meilleure qu'anticipée, avec une hausse de la masse salariale globale de 1,6%, malgré la relative stabilité du nombre d'emplois. L'ensemble des recettes sur les revenus d'activité des salariés agricoles, des indépendants et des employeurs publics ont été un peu plus élevés que prévu. Les contributions fiscales affectées à la sécurité sociale sont restées bien orientées en 2014, notamment les recettes du forfait social, qui ont progressé en 2014 par rapport à 2013, ainsi que celles sur les produits de placement. Cette progression vient confirmer que les dispositions prises en 2012 par ce gouvernement, c'est-à-dire la hausse du forfait social et l'ajout de 2 points de prélèvement sur le capital, n'ont nullement entamé les revenus distribués tels que l'abondement accordé par les employeurs à leurs salariés. Par ailleurs, les revenus de plusieurs accises, notamment celles sur les alcools, ont été meilleures que celles que le gouvernement avait prévues. J'insiste
sur le fait que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014, déjà, contenait très peu de mesures de hausse du niveau des prélèvements sociaux. La seule mesure d'importance adoptée l'année dernière, qui consistait à soumettre tous les produits de placement au taux en vigueur de 15,5%, n'a par ailleurs pas eu le rendement escompté initialement, puisque vous savez que le Conseil constitutionnel a décidé d'en exonérer les produits de placement constitués au titre des 8 premières années de contrat. À nouveau, vous avez eu l'occasion de le constater, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 ne prévoit pas de hausse de recettes affectées à la Sécurité sociale. Les mesures adoptées l'été dernier dans le cadre du pacte de responsabilité représentent même des baisses de prélèvements importants, soit de plus de 6 milliards d'euros au total pour la Sécurité sociale, baisses qui ont été compensées par l'État, puisque celui-ci a repris une partie du financement des aides au logement. Le programme de 2015 est clairement tracé par la dernière loi de financement de la Sécurité sociale. Nous poursuivons nos efforts en 2015 pour améliorer encore la situation des finances sociales et donc des finances publiques en mettant en œuvre les économies qui ont été présentées et adoptées dans la loi de financement. Il n'est évidemment pas question de relâcher l'effort de redressement des comptes, bien au contraire. Au moment où nous constatons que les efforts de maîtrise des dépenses ont porté leurs fruits, et j'ai insisté là-dessus, même dans une conjoncture peu favorable, nous ne pouvons qu'être encouragés à mettre en œuvre les économies prévues dans le cadre du plan d'économie de 50 milliards d'euros sur 2015-2017. Je vous rappelle que 20 de ces 50 milliards portent sur la protection sociale au sens large du terme. En conclusion, on peut dire que pour la Sécurité sociale, comme pour l'État en 2014, les objectifs de réduction des déficits ont été atteints et même dépassés. La trajectoire de réduction des déficits que nous avions fixée et qui prévoit de ramener le déficit de la Sécurité sociale à moins de 4 milliards d'euros en 2018 s'en trouve donc plus confortée que jamais. La démonstration est faite que par des efforts raisonnables, proportionnés aux besoins, répartis sur l'ensemble des dépenses, le redressement des comptes est possible. Et je vous remercie de votre attention. Bien, nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de toutes ces précisions. Je comprends que vous soyez satisfait, puisque effectivement les chiffres semblent aller dans le bon sens. Avant de passer la parole à mes collègues, qui sont quelques-uns à avoir déjà levé la main, et notamment avant de passer la parole à M. Cardou, qui est le président de l'AMEX, je voudrais vous poser, pour ma part, deux questions. Là, je reviens dans ma fonction de rapporteur général. Vous l'avez certainement appris, dans une revue spécialisée, la dernière note de conjoncture, d'après cette revue, la dernière note de conjoncture de l'ACOSS fait apparaître une hausse de 6,2% des encaissements au 4e trimestre 2014, qui tiendrait, selon cette revue, à de fortes anticipations sur fin décembre d'encaissement au titre d'échéance de janvier. Le surcroît de recettes observé en 2014 est-il réellement imputable à cet exercice et ne risque-t-il pas de se traduire par de moindres recettes et donc une dégradation de la situation en 2015 ? Voilà la première question qui concerne 2 milliards. 6,2, c'est ça, c'est 2 milliards. Deuxième question, ça concerne le Fonds de solidarité vieillesse. Vous en avez parlé. Le Fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit se creuse de 600 millions d'euros, c'est peut-être le seul chiffre, effectivement, qui soit à l'inverse de tous les autres, mais que j'ai noté. Il enregistre, ce Fonds de solidarité, une évolution donc divergente. Pouvez-vous préciser en recettes et en dépenses le détail du solde de ce FSV? Voilà mes deux premières questions. Et si vous pouvez nous y répondre. Alors, je vais répondre à la seconde, pour commencer. Le solde, effectivement, vous l'aviez bien pointé, du FSV
s'est dégradé de 600 millions d'euros en 2014. Il s'était amélioré de 1,3 milliard d'euros l'année précédente, principalement sous l'effet de l'affectation au fonds des recettes nouvelles issues de l'augmentation du forfait social. La dégradation observée en 2014 est liée à plusieurs facteurs selon nos premières analyses. J'ai dit en préambule que, évidemment, il faudra quelques temps pour tirer toutes les conclusions, mais nous avons déjà tiré un certain nombre d'enseignements. Tout d'abord, les recettes ont globalement augmenté de 1,9% par rapport à l'année précédente. La fraction de forfait social attribuée au FSV a été plus faible en 2014 que l'année précédente. Par ailleurs, les recettes des prélèvements sociaux sur les avantages de pré-retraite ont reculé. En revanche, les produits de C3S ont augmenté. Sur les dépenses, elles ont été nettement plus dynamiques puisqu'elles ont progressé de 4,8% contre 4,5% l'année précédente. C'est principalement lié à la conjoncture puisque les prises en charge de cotisations au titre des périodes de chômage ont coûté 600 millions d'euros de plus que l'année précédente, c'est-à-dire une hausse de 5,7%. En 2013, ces dépenses avaient même progressé de 7,1%. Les prises en charge de prestations au titre du minimum vieillesse, du minimum contributif et des majorations pour conjoints à charge sont, quant à elles, stables. Enfin, il faut ajouter le coût de la prime exceptionnelle de 40 € versée aux retraités gagnant de moins de 1 200 €. Ceci a représenté un coût de 232 millions d'euros. Les dépenses ont donc progressé de l'ordre de 1 milliard d'euros. À compter de 2015, nous estimons que le redressement du FSV sera permis par l'affectation à son financement de l'équivalent du montant supplémentaire d'impôt sur le revenu généré par la fiscalisation des majorations de pension. Je rappelle que ça représente environ 1,2 milliard d'euros. Ceci permettrait de ramener le déficit du FSV à moins de 3 milliards d'euros en 2015, c'est-à-dire moins de 1 milliard d'euros en 2017. Alors, sur votre première question, Monsieur le Président, je suis un peu moins informé et on me dit, vous l'avez remarqué, que les comptes de la sécurité sociale sont en comptabilité patrimoniale. C'est-à-dire que il n'y a pas d'impact si il n'y a pas d'impact si les versements 2014 de cotisation, s'il y a eu des versements 2014 de cotisations dues en 2015, qui seront alors rattachés à l'exercice 2015. Donc, si vous voulez, cette question que vous évoquez de décalage temporel possible entre des versements en 2014 en fin d'année, si j'ai bien compris, qui auraient trait à des versements qui seraient dus au titre de l'année 2015, il y aura le rattachement à l'exercice 2015 de ces versements. Ceci dit, ça fait apparaître effectivement une amélioration qui peut sembler à ce moment virtuelle, tout au moins fictive, pour 2014. Non, parce qu'elles seront retraitées dans les comptes, Monsieur le Président. C'est purement comptable. C'est purement de la trésorerie, mais en termes de comptabilité, en termes de résultats, le rattachement à l'exercice sera parfaitement fait. D'accord. Bon. Et il a été fait, me dit-on, sur les chiffres que... Enfin, moi, je me fiais à une note de conjoncture de l'ACOS, quand même un organisme tout à fait respectable. Oui, tout à fait. Bien. Donc, merci, Monsieur le Ministre, de cette réponse. Je vais passer la parole maintenant à notre collègue Cardou, Jean-Noël Cardou. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai 3 questions précises à vous poser, mais dans le fil du débat que nous venons d'avoir rapidement, c'est l'éternel problème entre comptabilité d'engagement et comptabilité de recettes-dépenses. Hein. Donc, mais comme vous l'avez fort justement dit, puisque les caisses ont arrêté les chiffres le 17 mars, nous sommes le 24, donc ça fait que 7 jours. Donc il faut pouvoir se retourner et je pense que, sans qu'il y ait une
une volonté de polémique dans mon propos, c'est la Cour des comptes qui sera le juge de paix, hein, puisqu'elle doit donner ses conclusions avant le 30 juin. C'est elle qui nous dira et qui, je pense, se saisira du problème que vient de poser notre président. Dans le droit fil de cette remarque, il aurait été souhaitable, mais ce n'est pas du tout une critique, parce que je conçois bien qu'en 7 jours, vos services ne peuvent pas faire de miracle, mais ce que vous nous annoncez est de bon augure. Vous avez fléché un certain nombre d'écarts positifs ou négatifs, un meilleur contrôle des dépenses, un meilleur résultat dans l'ONDAM, des recettes, et dans les recettes, vous avez probablement des négatifs qui proviennent des chiffres de croissance et de progression salariale qui ont été moins élevés que prévu, qui viennent réduire. En revanche, vous avez des recettes supplémentaires qui viennent de décisions qui ont été prises antérieurement en fonction de certains prélèvements. Donc ce qui aurait été souhaitable, comme dans toute formation d'un déficit ou d'un excédent, là il y a une amélioration de 2,2 milliards, qu'on puisse avoir des éléments comparatifs, d'une part des dépenses, d'autre part des recettes par rapport aux prévisions, en fonction des différents pôles d'affectation, pour pouvoir mieux comprendre comment s'est formé ce résultat positif. Donc, je sais que c'est trop tôt, je pense que nous y verrons plus clair après l'intervention de la Chambre des comptes, mais là, il y aura une véritable recherche, et en particulier de bien distinguer dans les recettes ce qui est des conséquences de la situation macroéconomique, comme vous l'avez dit, et ce qui est la conséquence de prélèvements supplémentaires qui ont été décidés antérieurement. Je pense que ce serait intéressant d'avoir ces éléments-là dans la différence de prévision de recettes. Mais enfin, ça, ce sont des suggestions que je fais. C'est pas une question, c'est une constatation. Alors, en ce qui concerne mes questions qui sont très ponctuelles, je reviendrai sur la première, puisque vous avez cité dans votre propos les éléments positifs, et en particulier un meilleur rendement de la C3S, ce qui est positif, mais venons-y à la C3S, puisque elle va être supprimée à terme. Elle a déjà été supprimée en partie, je crois que c'est pour 800 millions d'euros. Pardon ? 1 milliard, donc j'avais 800 millions en tête. On sait qu'elle rapportait globalement 5 milliards, qui étaient répartis par moitié entre le RSI et le Fonds de solidarité vieillesse. Donc, autant pour le RSI que pour le Solidarité Vieillesse, au moment où le gouvernement a annoncé cette suppression, on nous a dit que cette somme supplémentaire serait prise en charge par le régime général. Donc ça va quand même faire, en rythme annuel, une charge supplémentaire de 5 milliards d'euros pour le régime général. Donc, comment allez-vous assurer une recette pérenne ou assurer un financement pérenne pour ce manque à gagner qui va maintenant arriver extrêmement rapidement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la conséquence d'une décision récente de la Suisse qui a déplafonné la parité entre le franc suisse et l'euro. Et ce qui a eu comme conséquence de faire exploser la dette de la plupart des hôpitaux publics qui bizarrement avaient emprunté en indexant leurs emprunts sur le franc suisse. Donc à partir de cet élément, Madame Touraine a annoncé le 25 février dernier le doublement du fonds de soutien aux hôpitaux, qui est actuellement de 100 millions d'euros sur 3 ans, donc par un apport supplémentaire de 300 millions d'euros sur 10 ans. Alors, avez-vous maintenant, en fonction de cet incident, le montant de la dette hospitalière pour 2014, comment à l'avenir prévenir ce genre d'événements? Et aussi, quel est le mode de fonctionnement du fonds de soutien aux hôpitaux qui ont contracté des emprunts, disons-le, toxiques, et comment sera-t-il financé? Et enfin, la dernière question, qui est aussi technique mais plus conjoncturelle, le président de la République a annoncé en début d'année que le gouvernement envisageait une fusion du CICE et des allègements de cotisations sociales qui ont fait l'objet d'une application au 1er janvier dans l'application du pacte de solidarité. Donc, comment peut-on envisager la fusion de ces deux éléments avec, à mon sens, un gros écueil, à savoir que le CICE
est une aide aux entreprises qui est imputée sur l'impôt sur les sociétés, alors que l'allègement, le pacte de responsabilité, sont des exonérations de charges sociales. Alors, quelle va être la réflexion du gouvernement pour fusionner ces deux aides, et surtout sous quelle forme ça va être fait, et quelle va être l'imperméabilité entre le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État. Voilà. Je vais répondre, Monsieur le Président, avec votre permission, aux 3 questions de Monsieur le Sénateur, en indiquant néanmoins sur sa remarque liminaire que certes, vous l'avez dit, il est trop tôt parfois pour donner trop de détails. Il y a toujours des phénomènes qui peuvent se compenser. Vous l'avez évoqué sur le fait qu'il y avait une croissance inférieure, une inflation inférieure, il y a aussi eu des décisions. Enfin, ceci dit, en 2014, nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. Sachant que j'ai fait allusion à la commission des comptes de la sécurité sociale, qui aura déjà des informations plus précises. Quant à la Cour des comptes à laquelle vous faites référence, je vous rappelle quand même que l'année dernière, et ça a été la première fois, elle a certifié tous les comptes de toutes les branches, et ça a été la première fois. Et donc, on va laisser travailler, bien entendu, en toute indépendance. Sur 3 questions précises, elles appellent des réponses précises, au moins pour 2 d'entre elles. La première concerne la C3S. Je rappelle que la chronologie prévue dans le pacte pour la suppression de la C3S, dont le produit est un peu supérieur aux 5 milliards d'euros que vous évoquez, compte de mémoire, c'est 5,6 ? C'est 5,6 milliards. Oui. Non, enfin, on a toujours eu en tête, pardon, de dire que c'est 5,6 milliards. Vous avez décidé, le Parlement a décidé, sur la proposition du gouvernement, de supprimer 1 milliard de ces 3S en 2015. Un 2e milliard, mais le Parlement en décidera, est prévu d'être supprimé dans le prochain texte pour l'année 2016. Le solde est prévu d'être supprimé dans l'année 2017. C'est la chronologie qui est prévue. La compensation est faite par le régime général, vous l'avez indiqué, mais elle est faite également au régime général par l'État. Ceci a été fait par des tuyauteries diverses et variées, sur lesquelles bien sûr, vous êtes attentifs et je le comprends. Et même si je connais même un peu mieux, pardon, pour des raisons personnelles, vos collègues de l'Assemblée nationale qui sont de véritables greffiers des compensations de l'État, des exonérations de cotisations qui pourraient être décidées. Et donc nous avons bien en 2015 compensé l'intégralité des exonérations de cotisations, y compris cette suppression de la C3S. J'ai évoqué tout à l'heure la prise en charge d'une partie, ou je crois même de l'intégralité, pardon d'avoir un doute, de la partie des allocations logement, prise en charge par l'État, qui représente donc une moindre dépense, donc ça s'est permis de compenser. Il y a eu d'autres dispositifs, notamment avec la caisse de congés payés, je crois. Là encore, je parle de mémoire. Donc voilà la chronologie qui est prévue. Pour être tout à fait honnête, parfois les entreprises nous disent, j'ai vu d'ailleurs la CGPME hier, je crois, sur ce point, qu'à choisir, elles préfèrent une réduction de l'IS qu'une poursuite de la suppression de la C3S. Bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas dans les projets du gouvernement. Il y a un pacte. A priori, le gouvernement se tiendra au pacte. Enfin, si l'ensemble des acteurs, partenaires sociaux, manifestaient le souhait de voir un basculement, je le dis parfois de façon un peu simpliste, le ministre des Comptes publics, après tout, ce qui compte pour lui, c'est le pied de colonne. Donc après, si on préfère jouer sur la C3S ou sur l'impôt sur les sociétés plutôt que sur la C3S, ça peut être un choix économique, un choix stratégique. Les entreprises ne sont pas les mêmes. Votre deuxième question appelle là aussi une réponse technique et précise. Les empreintes toxiques. Nous avons évidemment suivi
le décrochage du franc suisse, plutôt de l'euro par rapport au franc suisse, suite aux décisions des Suisses. Il était, je crois, autour de 1,30. Il est tombé aux alentours, même en dessous, je crois, de 1 euro. Il était ces derniers jours, je n'ai pas regardé aujourd'hui, aux alentours de 1,07 euro. C'est-à-dire qu'il a un peu remonté. Ceci a eu pour effet, pendant de vous reprendre un peu, vous avez dit de faire exploser la dette de tous les hôpitaux publics. Non, de certains hôpitaux publics. Pas tous concernés, heureusement, parce que l'effet est parfois effectivement significatif, avec des augmentations, soit des annuités qui peuvent atteindre des taux d'intérêt de l'ordre de 25%. Ils étaient déjà de 15, souvent, ils sont montés, si j'ose dire, à 25, ou des IRA, comme on dit, des indemnités de remboursement anticipées, qui, elles aussi, explosent et qui atteignent parfois des sommes énormes. Alors, nous avions mis en place, c'est très important, l'année dernière, un fonds de soutien aux hôpitaux, vous l'avez rappelé, qui était de 100 millions d'euros sur 3 ans, c'est-à-dire de 33 millions d'euros par an, et qui était d'ailleurs, certains nous l'ont reproché, sous Ondam. C'est-à-dire c'était une partie de l'Ondam, si j'ose dire, qui avait été distraite, le mot est maladroit, pour financer le fonds de soutien aux hôpitaux en difficulté. Nous avions d'ailleurs convenu que cette somme était peut-être un peu courte pour faire face aux difficultés qui se profilaient déjà avant les évolutions du 15 janvier, si ma mémoire est bonne. Nous avons, Marisol Touraine l'a annoncé de son côté pour la question des hôpitaux, je l'ai fait de mon côté sur la question des collectivités territoriales, qui sont beaucoup plus nombreuses que les hôpitaux à être touchés par cette question. Certains de vous m'ont interpellé lors des questions d'actualité sur le sujet. Nous avons décidé de doubler le fonds pour les collectivités, je n'y reviens pas, mais surtout, concernant les hôpitaux, d'aller au-delà de ce que vous avez dit, c'est-à-dire de porter l'aide à 300 millions d'euros sur 10 ans. C'est-à-dire nous allons disposer de 400 millions d'euros, les 100 qui étaient déjà sous Ondam, et les 300 supplémentaires qui vont être étalés sur 10 ans. Pourquoi? Parce que parfois on rembourse de façon anticipée, parfois on accompagnera les hôpitaux à porter leurs charges avec des discussions et des négociations, notamment avec la SFIL, parce que tout ça, je ne veux pas perdre trop de temps pour nous donner l'occasion d'échanger sur d'autres sujets, mais tout ça est assez complexe. Comment seront financés ces 300 millions d'euros? D'abord, pas sous Ondam, c'est clair, et ils seront financés intégralement pour cette part par une majoration de la taxe de risque systémique sur les banques, donc qui devrait être majorée pour cette part hôpital de l'ordre de 30, puisque 300 sur 10 ans, ça fait 30 millions d'euros. Et il y aura une autre part qui concerne la part collectivité sur laquelle j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer. Donc voilà. Donc il n'y aura pas cette fois de coût, si j'ose dire, sous l'Ondam, sur cette tranche de 300 millions. Et le financement sera assuré par une majoration de la taxe sur les risques systémiques. La troisième question, vous disiez 3 questions précises, la troisième est assez large, monsieur le sénateur, reconnaissez-le volontiers. La CICE, transformée, couplée, mariée avec des allègements de cotisations sociales, le sujet est complexe. Le président de la République a donné une orientation et a évoqué un calendrier éloigné. Il a parlé, je crois, de l'année 2017. Bon, nous avons donc encore un peu de temps pour y travailler, mais il y a beaucoup de sujets. Il y a la question de la temporalité des choses. Vous êtes tous ici des spécialistes et savez bien que le crédit d'impôt est payé par l'État l'année suivante, puisque les impôts sont perçus avec une année de décalage. Voilà une première difficulté qui, comme sur d'autres sujets, consiste à avoir un rapprochement de deux entités qui sont de nature de gestion temporelle complètement différente. D'où l'année double, l'année blanche, enfin vous connaissez le sujet, on l'a eu sur la PPE par exemple, PPE-RSA,
On l'a eu sur d'autres sujets. Il y a aussi des questions d'assiette qui sont importantes. Vous les avez à peu près évoquées dans votre propos, puisque le CICE ne porte que sur les entreprises assujetties à l'impôt. Pas seulement l'impôt sur les sociétés d'ailleurs, l'impôt sur le revenu aussi. Les allègements de cotisation porteraient sur l'ensemble des salariés du secteur privé, donc y compris un secteur qui a été parfois évoqué, il faut bien le dire, le secteur, on va dire, de l'économie sociale et solidaire, qui souvent, pas toujours, mais enfin pour beaucoup de ces activités, n'est pas assujetti à l'impôt. Donc il y a là aussi, vous voyez, des questions d'assiette qui seraient différentes. Et donc, beaucoup de travaux à conduire. Et votre question, qui était très large et qui est tout à fait pertinente, n'appelle pas aujourd'hui de ma part de réponse plus précise, sinon que de vous dire que le calendrier évoqué par le président de la République nous met aux alentours de 2017, qu'il s'agit là d'un exercice qui porte sur des sommes très importantes aussi. Je ne l'ai pas dit, mais le CICE, c'est grosso modo en année vitesse de croisière près de 20 milliards d'euros. Bon, les allègements de cotisation, c'est plusieurs milliards d'euros si on prend en compte la deuxième phase du pacte de responsabilité que vous aurez examiné dans les lois de finances ou de financement à la fin de cette année, puisque nous envisageons bien sûr, conformément au pacte, d'aller plus loin sur les exonérations de cotisation pour aller jusqu'au salaire, jusqu'à 3,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, nous arrêtons à 1,6 fois le SMIC. Voilà. Pardon d'être moins précis sur la troisième question, qui, vous le reconnaîtrez, était beaucoup plus large. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de passer la parole à mes collègues, j'avais une question précise aussi concernant la décision de la Cour de justice européenne du 26 février dernier, qui s'est prononcée sur une demande du préjudiciel du Conseil d'État relative à la CSG. Savoir, est-ce que la CSG était un impôt ou une contribution sociale? Bon. Et c'est évidemment très différent parce que ça permet de décider que des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise, déjà imposées aux Pays-Bas, ne devraient pas l'être, ne devraient pas être soumises à contribution sociale ici en France. Alors, est-ce que quelles sont les conséquences sur le plan juridique et financier que de cette décision pour la France? Et est-ce que les textes financiers à venir tireront aussi les conséquences? L'arrêt de Ruyter, parce que je crois que c'est ce dont il s'agit, ne nous a pas complètement échappé. Il était attendu et il était consécutif à une demande du Conseil d'État. Et avant d'en tirer des conclusions plus définitives, même si l'orientation est bien claire, il y a lieu d'attendre l'arrêt définitif du Conseil d'État. Mais compte tenu de l'avis de la Cour de justice européenne, il y a assez peu de doutes sur l'arrêt, mais il faudra en analyser parfaitement le contenu. Je voudrais pas que cette affaire soit mal interprétée. Il ne s'agit pas d'une conséquence des décisions de 2012. Contrairement à ce que j'entends ou ce que je lis parfois. En 2012, nous avons effectivement décidé de modifier le taux de CSG appliqué à un certain nombre de revenus perçus, ou plutôt venant de France, à des Français résidant à l'étranger, au titre de la CSG. C'est-à-dire, vous l'avez dit d'ailleurs, la question est de connaître la nature exacte, c'est un débat vieux comme la CSG, de connaître la nature exacte. S'agit-il d'une contribution sociale liée à l'affiliation et à l'ouverture de droits, ou s'agit-il d'une contribution de type impôt de toute nature? En France, nous avons eu déjà des jurisprudences et des analyses et du Conseil constitutionnel et d'autres acteurs spécialistes et juristes de tout poil. La Cour de justice semble lier le fait que l'assujettissement à la CSG devrait être lié à une affiliation à un régime de sécurité sociale. Bon.
mais ce n'est pas la modification législative que ce gouvernement, en tout cas cette majorité, pardon, a décidé à la fin de l'année 2012, je crois, ou dans une loi de finances rectificative de 2012, qui a provoqué cette nouvelle appréciation, bon, voilà, suite à des procédures qui ont été engagées. Et chacun défend, bien entendu, sa lecture du droit. Je le dis parce que ce procès qui est fait à ce... C'était pas ma question. Non, mais Monsieur le Président, mais j'ai eu l'occasion à l'Assemblée nationale d'être assez vivement interpellé, et par des députés représentant les Français de l'étranger, plusieurs d'ailleurs, que je peux citer sans animosité, Frédéric Lefebvre, mais aussi Claudine Schmid, sur ce sujet, qui à chaque fois disaient, mais vous voyez, c'est parce qu'en 2012 vous avez fait ça qu'aujourd'hui vous avez... Non, c'est le sujet, il est bien là, et c'est celui que vous avez objectivement et parfaitement décrit. De combien d'argent s'agit-il? De beaucoup. Voilà. Alors, j'ai l'habitude, quand on me dit ça, de dire, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, beaucoup. J'étais prof de maths. Hein. Donc, oui, il s'agit de plusieurs centaines de millions, s'agissant en plus probablement de remboursement à faire, il y aura lieu de prévoir les choses. Sauf si nous nous interrogions et que nous travaillions sur la question de la nature de la CSG et peut-être prendre des dispositions législatives qui permettraient d'avoir... bon, mais à ce moment-là, c'est pas sur cette seule masse qu'il faudrait travailler, mais c'est sur, bien évidemment, l'ensemble de la CSG, ce qui pose la question du financement de régime de protection sociale. Alors on n'en est pas là, mais je crois qu'il serait malsain de nier ce débat qui nécessairement sera devant nous, enfin risque d'être devant nous, on ne sait jamais. Hein. Le Conseil d'État venait à interpréter autrement l'arrêt de la CJUE, ce serait surprenant, mais nous aurons probablement à voir ce débat, nous en donnerons à ce moment-là les volumes précis, certains parlent d'1 milliard, 2 milliards, bon. Oui, c'est plusieurs centaines de millions, notamment parce qu'il faudra rembourser. Mais voilà, c'est la responsabilité collective de la nature de la CSG telle qu'elle a été instituée en 1991, si ma mémoire est bonne, qui nous portera à avoir une analyse, parce que voilà, vous connaissez tous ces sujets, mais la question est parfaitement légitime et à vrai dire, je m'y attendais. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je passe la parole à Monsieur Barbier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pour avoir un certain nombre de précisions, notamment concernant l'assurance maladie, il y a quelques problèmes à bien comprendre. Vous parlez d'une diminution de 300 millions donc, dans la réalisation de l'ONDAM 2014. Par rapport à ce qui avait été fixé donc, en début d'année de progression dans la loi de finances 2013, avec une baisse en cours d'année 2014 qui avait été de 800 millions, comme vous le signalez. Alors, cette économie est un petit peu artificielle, parce qu'en fait, si on se place par rapport au budget rectificatif, on a une diminution, mais enfin une diminution qui est moindre. Et vous parlez notamment que les dépenses concernant le traitement par l'hépatite C dépasseraient le milliard. Il semblait qu'initialement, on avait fixé pour 2014 à 450 millions, sauf erreur de ma part, le montant des dépenses concernant ce traitement spécifique de l'hépatite C. Alors, est-ce que ce sont des chiffres définitifs que vous avez et comment se fait-il qu'il y ait cette autorisation de dépassement d'une enveloppe de 550 milliards, c'est 450 millions qui étaient prévus initialement, et 750, je crois, pour l'année 2015. Comment se fait-il? Est-ce que les mesures de régulation, notamment de reversement, de ristourne, pour être peut-être un peu vulgaire, qui avaient été envisagées dans les mesures de régulation,
pourquoi on arrive à ce chiffre de milliards. D'autre part, est-ce que cette somme dépensée pour le traitement de l'hépatite C est dans l'enveloppe fermée de l'ONDAM 2014 ou est-ce que c'est des crédits un petit peu flottants, un petit peu à part? C'est la première question. Deuxièmement, vous avez dit que, en matière toujours concernant l'assurance maladie, il n'y avait eu aucun déremboursement. Bon, ce n'est pas tout à fait exact. Depuis 2012, il y a un certain nombre de déremboursements de médicaments, y compris dernièrement, le 1er mars dernier, les anti-arthrosiques ont été déremboursés. Ils n'étaient pas remboursés beaucoup. Ce n'est pas des économies très substantielles pour l'assurance maladie, puisque c'était remboursé à 15%. Mais ces mesures de déremboursement, il y en a eu. Et pourquoi on gomme cet aspect qui participe tant soit peu aux économies en matière de dépenses? Et concernant est-ce que vous avez la ventilation, toujours concernant l'assurance maladie, entre la part soins de ville et la part hôpital par rapport au montant des dépenses de chacun des secteurs? Et une autre question, mais c'est peut-être une question d'un mauvais financier que je suis, quand on parle, on voit que depuis notamment l'année 2014, les déficits des hôpitaux tendent à augmenter à nouveau. Il y a eu un certain nombre de publications sur les dettes des hôpitaux. C'est comptabilisé dans votre déficit ou si c'est des dettes qui sont à part dans les hôpitaux publics qui échappent un petit peu à la comptabilité. Et d'autre part, quand vous parlez d'augmentation des tarifs d'activité de 0,35%, ça concerne les établissements publics et privés ou si ça concerne que les établissements publics? J'ai mal compris la fin de votre dernière question, monsieur le sénateur. La dernière question, vous avez dit qu'il y avait une majoration, un dégel des tarifs d'activité de 0,35% dans les établissements de santé. Est-ce que ça concerne tous les établissements publics ou les établissements publics et privés ou que les établissements publics? Je vais passer, merci monsieur Barbier, je vais passer la parole à monsieur Morisset. Oui, merci monsieur le Président. Monsieur le ministre, merci pour cette présentation synthétique, hein, c'est les premiers chiffres. Bon, à vous écouter, effectivement, la situation s'améliore, le déficit diminue, les dépenses sont maîtrisées, les recettes augmentent, et pourtant, il y a toujours un déficit quand même de 13,2 milliards. Je pense que c'est la conclusion qu'il ne faut pas oublier. Moitié d'il y a 4 ans. Pardon? Vous êtes taquin, mais c'est quand même la moitié d'il y a 4 ans. Hein. Non, mais je constate qu'il y a 13 milliards. Vous avez raison. Je voulais évoquer, comme mon voisin, la situation des hôpitaux. Hein. Je vous avais évoqué les hôpitaux. À un moment, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait plus de problème dans les hôpitaux. Vous avez parlé des postes. On constate quand même que les bilans sont déséquilibrés dans nos hôpitaux. Les déficits sont chroniques. Il y a eu une publication il y a 15 jours où il y avait une synthèse de tous les hôpitaux qui étaient en déficit. Et il y en a certains, effectivement, ce sont des sommes non négligeables. Et je voulais vous poser la question. Vous avez évoqué dans votre intervention qu'il y avait 1,5 milliard